Nous allons, s'il vous plaît, nous allons commencer ce cours par cette citation de John Stuart Mill. Faites pas trop de bruit, c'est déjà assez difficile. Donc, une citation de John Stuart Mill. Monsieur Laurent est en train de le marquer là. Donc, il serait intéressant, on parle ici de l'excentricité. Viré. Je l'ai vu. Il a balancé sous la papier. Il a balancé sur moi. Oui, dehors tous les deux. Ça se voit. À partir de cette citation, on va parler de l'excentricité qui est mal vue, qui est un peu tyrannisée. Donc, à partir de cette situation de John Stuart Mill, nous allons parler un peu de l'excentricité. Un peu de compassion pour lui parce qu'il est noté quand même. Oui, là, il est évalué. Voilà, donc merci. Donc l'excentricité qui est mal vue, qui dans une société, dans un schéma type d'une société, est tyrannisée. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle de... Parce qu'il y a plusieurs définitions au terme artiste. Quand on parle quand on parle d'artiste, on peut définir aussi des gens excentriques. Oui, mais c'est vrai. Parce qu'il y en a qui voient ils vont dire lui c'est un artiste en parlant d'une personne qui a une manière de vivre peu commune et qui sort un peu du moule, une personne un peu marginale. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait définir l'excentricité, le fait de s'autoproclamer artiste, que être un artiste c'est aussi une manière de vivre. Ah, ça c'est une belle question. Ah ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On veut écouter, il fallait écouter. Le fait que quand parfois on définit quelqu'un d'excentrique ou de marginal, on dit de lui que c'est un artiste, entre guillemets. Du coup, est-ce qu'on pourrait parler, qu'on pourrait se dire artiste si on a une manière de vivre qui est en dehors du mouvement et de la société? Parle plus fort, Nicolas. Oui, d'une certaine manière, mais après... Le marginal, il est dans la société en étant marginal. Oui, mais le fait qu'il se démarque de cette société, est-ce que c'est pas aussi... Par rapport à la société elle-même, donc forcément, il fait partie de la société. Après, on fait tous partie de quelque chose aussi. Tu veux dire dans ce cas que n'importe quelle société qui est différente de la nôtre, c'est une société d'artistes? Non, pas Une société spécialement. occidentale, est-ce que du coup c'est une société d'artistes? Non, je veux dire, c'est la personne qui sort de la société concernée. Mais forcément, dans la société, à partir du moment où je présente et tout le monde peut. Non. C'est plus fin son truc, c'est-à-dire au fond, si on va jusqu'au bout si on va jusqu'au bout de la logique, bien sûr qu'il y a un paradoxe, mais bon, je vire tout le fond là. Je vire tout le fond, je veux plus voir. Est-ce qu'il y aurait une société, est-ce qu'une société d'individus est possible? Si on va jusqu'au bout du truc. Évidemment, c'est un peu grossier. Là, ce qu'on est en train de dire, en s'aidant un peu de la pensée de Mill, Pierre ne me contredira pas. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas du tout que l'artiste est un excentrique, hein, mais c'est que c'est plus fin quand même. Ce que veut dire Mill, déjà, ce qu'on avait dit, c'est que l'excentricité, c'est une sorte de marqueur démocratique. Au plus une société démocratique, au plus elle laisse la possibilité aux excentriques d'être excentriques. Bon, mais c'est pas du tout un modèle, c'est ça qui est très chouette chez Mill, c'est que c'est pas du tout le culte du héros, je sais pas quoi. Non, on s'en fout. Il suffit d'être individuel. Donc après, chacun vit à sa façon et tout ça. Et du coup, moi je me dis, attention, moi je tords un peu ce que veut dire Mill, mais je me dis, c'est vrai qu'en un sens, peut-être que la vie d'artiste à ce moment-là peut constituer une sorte assez plus délicat. Oui, presque d'exemple, sinon de modèle, d'une vie vraiment individuelle. C'était ça plutôt l'idée. Donc après, bien sûr que je vois bien votre paradoxe, il ne s'agit pas de dire que tout le monde serait artiste ou je sais pas quoi, mais néanmoins, de façon vachement plus prudente, peut-être que ce que l'artiste propose à la fois dans ce qu'il montre, dans ce qu'il est, peut donner, idéalement, à tout le monde, le goût aussi d'être pleinement soi, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est trop bête? Non? Après, je trouve que dire être artiste, c'est être vraiment
marginal, c'est un peu... Non, voilà, c'est ça que je voulais éviter. Je ne suis pas en train de dire ça. On trouverait tout le temps des contre-exemples. On trouverait des contre-exemples partout. Enfin bon, surtout en ce moment, peut-être, mais... C'est Oui, surtout bon. que maintenant, les artistes, concrètement, c'est des personnes qui sont reconnues socialement et qui vendent leurs œuvres, le plus souvent, c'est dès qu'ils vendent leurs œuvres plusieurs millions. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont marginaux, ils sont complètement dans la société, notamment dans la société... Oui. Oui, tout à fait. Mais enfin, moi je pense que il faut nuancer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis vachement moins critique avec ça. Qui est un artiste sur 10 000, sur 100 000, oui, à la Jeff Koons, tout ça, etc. Ok, mais. Ouais, mais alors, enfin bon, c'est pas... pourquoi pas? C'est-à-dire que, je veux dire par là que, oui, vous allez me dire, ouais, mais il profite complètement du système et tout. On peut pas dire qu'il soit marginal, ok. C'est pour ça que moi je dis de manière vachement plus prudente, peut-être, mais alors c'est compliqué à expliquer, peut-être la vie d'artiste, c'est pas l'artiste, mais la vie d'artiste, au fond, relèverait. Voilà, en tout cas, pas forcément, je suis d'accord avec vous, pas du tout forcément d'excentricité. Il peut y avoir au fond des artistes parfaitement, mais en tout cas relèverait une forme de, on ne peut pas dire les choses autrement, d'affirmation d'individualité. Oui, ça c'est quand même, je pense, le fondement du truc, non? Et à partir du moment où de toute façon on choisit d'organiser sa vie autour, et à partir de ce qu'on crée, peut-être que c'est une affirmation individuelle. Mais après, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça fait autre chose, je pense. C'est plutôt le fait que, enfin voilà, pourquoi est-ce que l'art attire, mais ça c'est notre question, on va pas du tout débattre de ça, la spéculation, etc., et peut très très bien fonctionner avec le système. Ça c'est le fait que justement, il n'y a pas de valeur de l'œuvre. Donc évidemment, par définition, ce qui en soi n'a pas de valeur peut avoir des valeurs absolument démentes, etc. Mais ça, je pense que c'est autre chose. Et c'est plutôt, me semble-t-il, si on prend la loi des grands nombres, c'est quand même plutôt l'exception que la règle, quoi. Je veux dire, tout artiste n'est pas Jeff Koons, ça veut dire, bon, je ne peux pas dire que... C'est pas parce que c'est rendu très très spectaculaire que finalement c'est la règle. Hein. Voilà. C'est bizarre de se dire qu'on est obligé d'être excentrique pour être artiste. Non, alors justement, j'ai pas dit ça. C'est lui. Moi, j'ai pas dit ça. Non, c'est lui. Non, pas du tout. Moi, je dis pas du tout ça. Moi, c'est Ali qui fait le jeu. Moi, je suis d'accord, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il faut avoir une vision qui est un peu plus singulière. Ah, mais voilà, c'est le bordel, c'est le bordel. Mais fermez-la. Si on avait besoin de vous entendre, on vous interrogerait. Je suis d'accord que c'est très intéressant d'avoir une personne qui est plus excentrée des normes, qui a une vision plus différente de l'art, du monde de quel il vit et comment il le perçoit, comment il le traduit. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Mais du coup, il y a un chemin différent entre la personne qui n'est pas excentrique et la personne qui est. Alors moi j'irais jusqu'à dire, je pense que ça vous répond, parce qu'après du coup on va repartir de là. Non, moi j'irais jusqu'à dire que on s'était inspiré quand même, vous vous souvenez des transcendantalistes et tout ça, Montoro, Emerson, et puis ce que ça va donner après. Mais justement, c'est ça qu'il ne faut pas rater, c'est que, alors c'est très bizarre mon truc, mais je pense que l'affirmation d'individualité, elle se fait aussi dans le plus ordinaire, donc le contraire même de l'excentrique. Et vous ne pas vous tromper sur, si vous l'utilisez, on ne sait jamais, sur le passage de Mill. Mill n'est pas du tout en train de dire il faut qu'il y ait des excentriques partout et tout ça. Non, mais lui il vit dans une société, évidemment, on est à la fin du 19e en Angleterre, super corseté, très... Et lui dit simplement arrêtez d'enfermer les excentriques, quoi. C'est-à-dire, bon, non, il y a évidemment, donc c'est un peu les thèses de Tocqueville, peut-être vous connaissez mieux, il y a évidemment une légitimité, il y a une efficacité démocratique dans les gens qui affirment, pas du tout comme des modèles d'ailleurs, mais qui affirment simplement, tranquillement, leur manière de vivre à eux, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt ça, c'est plutôt que, et c'est là où il y a un lien avec l'artiste quand même, c'est plutôt que ça peut être très ordinaire, pas du tout excentrique, mais à partir du moment où c'est choisi par un individu, c'est ça qui donne la valeur de ce mode de vie. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée fort simple de Mill, c'est que à partir du moment où vraiment une vie est choisie de manière complètement individuelle, où elle a alors évidemment, on est dans l'idéal, elle a le moins de contraintes sociales, conformistes possibles qui lui pèsent, à partir de là, évidemment, c'est forcément la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon de vivre parce qu'elle a été choisie par l'individu. Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, il y a un enjeu politique, parce que du coup, évidemment, la démocratie, à ce moment-là, c'est l'interrelation respectueuse de ces différentes manières de vivre. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur la société d'individus. Voilà, on sait bien que finalement, peut-être l'acmé de l'idéal démocratique, ce serait ça. Mais bon, en même temps, c'est super complexe, c'est presque un oxymore. Mais une société composée d'individus qui sont pas, c'est ça qui est intéressant, ne sont pas forcément en compétition, en concurrence, mais simplement se laissent vivre individuellement les uns les autres, quoi. C'est ça le truc. Ça se différencie un petit peu de la démarche de l'artiste quand même qui, à partir du moment où il va commencer à diffuser
exposer des œuvres et tout, il considère au-delà de l'excentrique qui va vivre sa vie comme ça, Ouais. en laissant les autres et tout, l'artiste il va quand même considérer sa vie et sa vision d'une importance supérieure vis-à-vis des autres par le fait qu'il la diffuse et qu'il la montre comme ça Ouais. au grand jour. Ça va au-delà de la pratique simple personnelle. Oui, je vois. Ouais, ouais. À partir du moment où ça s'expose, quoi. Ouais. Il fait un étalage de son point de vue en quelque sorte. Ouais. Moi, je dirais, je suis en train de penser le truc, mais je dirais qu'en fait, peut-être qu'il faut dire juste qu'il le rend public, on est d'accord. Il le rend public et quand même, on est d'accord qu'il ne faut pas non plus exagérer, qu'il va chercher un public. Ouais, il va chercher un public. Mais vous voyez, je crois que ça continue de marcher avec ce que j'ai posé. Si il cherche à rendre public et à rencontrer un public, c'est pas forcément parce qu'il va surplomber les autres ou je sais pas quoi, ou parce qu'il va leur exposer son intériorité, son machin, son truc. Non, c'est peut-être que, il me semble que c'est plus fin, c'est peut-être que justement au fond ce qui est le plus digne d'être partagé, c'est ce qu'il y a de plus individuel en nous. Il y a un minimum de ça. Et du coup, bizarrement, c'est pas qu'il va chercher à imposer son intériorité à tout le monde. D'abord, ce serait dégueulasse, mais surtout, c'est parce que finalement, non. Peut-être que c'est à ce moment-là ouais, mais on le voit même sans être artiste, on le voit tout le temps, tous les jours, quoi. Au fond, ce qui nous semble le plus digne d'être partagé avec les autres, c'est ce qui, bizarrement, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur. Enfin, ce qui est vraiment comment dire ça, ce qui est vraiment nous-mêmes, je sais pas quoi, nos goûts, notre sensibilité, nos choix, je sais pas quoi, vous voyez, bon, et c'est ça qu'on voudrait le plus partager. Et évidemment, alors, vous voyez, c'est un peu facile mon truc, mais je me dis que l'artiste, au fond, fait ça puissance 10, quoi. Au fond, il réussit à ce moment-là, via évidemment un public, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un public, mais il réussit à ce moment-là peut-être ça de manière beaucoup plus efficace, quand ça marche, quoi. À partager, à rendre public, et sinon à s'exposer lui-même, mais à rendre public finalement quelque chose qui lui paraît digne d'être échangé au sens fort du terme, parce qu'il est un peu galvaudé avec les autres. Mais absolument, quand vous dites qu'il y a forcément il y a un public, tout ça, il y a le côté, on fait ressortir, une personne fait ressortir son excentricité, c'est-à-dire faire ressortir ce qu'elle est même chance ou souci des autres, mais aussi il y a beaucoup d'artistes, maintenant c'est devenu un phénomène de oui, c'est-à-dire qu'ils accentuent oui, je vois ce que vous voulez dire. Des traits de caractère, ils accentuent, ils font semblant de presque. Du coup, on ne dit pas forcément. Oui, je vois tout à fait. Oui, ça peut devenir aussi. Si on exagère, ça fait partie de l'œuvre elle-même, quoi. Oui, enfin, bon, voilà. alors c'est énorme, c'est rigolo, j'y pense maintenant parce que là c'est vraiment d'actualité. Ce qu'on reproche beaucoup à Jeff Koons par ailleurs, quoi. C'est-à-dire finalement aussi de jouer un peu là-dessus sur le personnage assez bon, assez lisse, assez glacé et glaçant finalement. Bon. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, mais est-ce que ça marche pas? Enfin, je ne veux pas absolument défendre le truc. Peut-être que ça marche quand même, de même que. Mais je crois que je l'avais dit, de même qu'évidemment, et je ne suis pas naïf, on ne va pas s'extasier devant n'importe quel excentrique. D'ailleurs, finalement, le truc assez intéressant, c'est que la plupart du temps, les excentriques, même si on n'est pas dans une société super conformiste et tout ça, ça ne nous attire pas vraiment. Enfin, vous voyez, c'est intéressant ça. C'est rare qu'on soit sous le charme de quelqu'un d'excentrique. Bon, soit on est indifférent, soit on trouve ça un peu déplacé, je sais pas quoi. Mais c'est pas si. Donc, pourquoi ne pas à ce moment-là oui, il y a toutes les situations possibles et imaginables. Et au fond, il peut y avoir des artistes, évidemment, c'est ça, des super discrets, d'autres au contraire qui vont jouer avec cette image et tout. Voilà, après, c'est pas. Non, on ne peut pas généraliser, mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, à généraliser, moi je crois beaucoup à ça, c'est qu'au fond, du moins, quand même, c'est vachement important pour vous cette question-là, parce que former quelqu'un artistiquement, l'éduquer artistiquement, esthétiquement, c'est que, voilà, ça c'est ma grande idée, elle n'est pas très neuve, elle n'est pas très originale, mais c'est quand même lui donner, on va dire, les moyens, peut-être le meilleur moyen pour être vraiment individuel. Voilà. Moi je m'arrêterai là, vous voyez. C'est pas être subjectif, c'est pas non, mais être vraiment individuel à partir du moment où finalement il y a quand même une éducation artistique et esthétique. Et c'est peut-être ça l'intéressant. Alors, on ne sortira jamais de ce paradoxe qu'on se dit tout à l'heure. Bien sûr qu'après, on ait fait des milliards de trucs qu'on a vus, entendus, lus, je sais pas quoi. Mais néanmoins, c'est quand même le meilleur moyen, peut-être l'art à ce moment-là est le meilleur moyen d'accomplir, de construire, de perfectionner, je sais pas quoi, cette individualité, constamment.
C'est juste ça le truc. Et vous voyez, pareil, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on s'appesantisse un peu sur la référence à Mill. Et il n'y a pas du tout de culte de l'individualité pour autant. Vous voyez, c'est ça qui est très bizarre, c'est le contraire. C'est finalement, l'individu peut être tout à fait en retrait, ce que vous disiez aussi, peut faire son truc dans son coin. On sait très bien qu'il y a des artistes, peut-être même, j'en sais rien, je dis n'importe quoi là, mais peut-être même les plus géniaux qu'on verra jamais, quoi. Enfin, vous voyez, dont on verra jamais les œuvres. Ça, c'est quand même un truc vertigineux. Mais en même temps, voilà, mais c'est aussi quand même, bien sûr, la plupart du temps, c'est plus ou moins partagé. Voilà, c'est plus ou moins partagé avec un public. Mais un public constitué de gens eux-mêmes, peut-être avertis, artistiquement, esthétiquement, etc. D'où l'échange. Ce serait ça l'idée. Mais on va travailler là-dessus, là. Je voulais vous montrer quelques images, là, pour une fois, parce que j'en ai pas montré beaucoup, justement, voilà, sur cette, quand même ce paradoxe. Comment, parce que c'est un peu ce qu'on avait posé là, sur l'expérience ordinaire, l'expérience esthétique, voilà, comment l'ordinaire devient esthétique, comment est-ce que les deux, finalement, peuvent se prolonger sans se noyer l'un dans l'autre, et voyez, pareil, il faudra aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut faire coexister cette affirmation d'une individualité artiste, et c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de valeur, quelle qu'elle soit, avec justement, voilà, ce qu'on a dit, avec les relations sociales avec les autres, etc. etc. Comment est-ce que ça peut coexister? Voilà, comment, parce que vous vous souvenez quand même un peu la question, à partir de certains exemples un peu médiatisés, comme ça, d'artistes et tout, etc. Bon, mais comment c'est possible? Par exemple, l'artiste Murakami, ça ressort autant, c'est sur lui, c'est son œuvre, et en fait c'est un tout. Ouais. Mais autant il y a des artistes, comme Jacques Rouge ou Annie Fabour, il n'y a pas forcément un lien, ce lien-là. Oui, il y a des artistes, je le dis de manière un peu sotte, il y a des artistes qui sont plus ou moins dans leurs œuvres, quoi. Oui, voilà. Comme individualité, comme personnalité, c'est ça? Pas forcément, C'est vrai qu'ils sont un peu dans leur œuvre. Ouais. Oui, Voilà, moi mon petit paradoxe, c'est que je me dis que pour que l'artiste soit vraiment engagé, cette fois-ci au sens vraiment littéral, basique, il faut qu'il soit un peu dégagé aussi. Enfin, vous voyez, je sais pas, il faut qu'il soit un peu. Mais c'est ça qui est beau, quoi. Il faut qu'il soit pleinement individuel, sans être évidemment l'esthète 19e, vous voyez, je sais pas quoi, à la Proust, ou avec des essaims qui surplombent son monde. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire, et c'est ça que je trouve bizarrement, alors vous allez me dire, là c'est vraiment sous l'écran, c'est ça que je trouve chez Taureau ou chez Emerson, enfin, c'est pour ça que ça m'intéresse bien. C'est-à-dire, au fond, on voit des gens qui sont, vous voyez, Taureau, son truc d'aller vivre dans les bois et tout ça, mais ouais, mais c'est très fin le truc, parce que c'est finalement, pour lui c'est un art, quoi. Et c'est vraiment, et en un sens c'est évidemment un artiste, c'est un écrivain, etc. Mais c'est aussi un art de savoir se désengager pour mieux s'engager après, quoi, aussi. Pour mieux être engagé, justement, pour mieux se réengager. Enfin, c'est un truc comme ça chez lui. Alors évidemment, c'est assez curieux, c'est assez discutable, parce que c'est pas frontal, c'est pas ni révolutionnaire, ni etc. Mais c'est toujours la même idée, c'est l'individualité qui fonde le refus. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Alors, il peut y avoir, et peut-être il y a de ça quand même, sans exagérer, dans toute production, quoi, artistique, au fond, il y a bien l'affirmation et voire l'exposition ou la publicité de quelque chose d'absolument individuel, mais voilà, qui s'impose quand même, ou qui tend à s'imposer, et qui, en même temps, du coup, bien sûr, parce qu'elle est pleinement individuelle, fait un peu sécession par rapport à tout le reste. Vous voyez, je retrouve vraiment ça plus dans la démarche de Taureau que dans ce qu'il écrit, à la limite. C'est la démarche d'aller au fond des bois pour vivre quoi, pour vivre des trucs super ordinaires, pas du tout excentriques, mais du coup c'est bizarrement ça qui le rend excentrique. C'est-à-dire finalement ce truc d'aller jusqu'au bout d'une vie parfaitement ordinaire, assumée, etc., mais surtout pleinement choisie, parce que c'est ça le grand truc évident de Taureau, pleinement autonome, etc., voire autosuffisante, enfin bon, vous voyez, et c'est là où quand même il y a des liens à faire avec l'artiste ou avec l'œuvre d'art, etc., etc. Il y a un petit truc comme ça chez Taureau, je crois que c'est dans son journal, vous avez déjà entendu parler de ça, et il reprend une légende, je ne sais pas d'où il la sort, je l'ai jamais retrouvé, la légende du bâton de Kourou, ça vous dit quelque chose ça? K-O-U-R-O-U, le bâton de Kourou. C'est un truc très étrange, alors c'est une espèce de conte, donc c'est quelqu'un qui fabrique un bâton de cérémonie. Et c'est vachement intéressant le bâton chez Taureau, parce que c'est un grand marcheur, il a toujours un bâton et tout, enfin il y a tout un truc avec ça. Et donc le mec fabrique ça, il met tout son art, ça prend un temps infini, le truc est génial, et quand c'est fini, ça devient magique, quand c'est fini, le bâton devient un monde en soi, ça devient un monde tout à fait complet, etc., parfait, quoi. Et puis, tout le temps qu'il a mis à le faire, en gros, bon, il gagne l'éternité, quoi, mais tout le temps qu'il a mis à le faire s'efface. Et c'est comme s'il avait fait en un instant, vous voyez ?
Et c'est marrant ce truc parce que j'ai jamais tout à fait compris, hein, pour être honnête, jusqu'au bout la métaphore. Mais il y a un truc qui est assez éclairant sur la démarche de Thoreau, c'est qu'au fond on sent bien que pour lui, je reviens sur mes notions, cette expérience de l'ordinaire, c'est aussi un art parce que finalement, peut-être le comble de l'art, c'est d'effacer, comme dans cette légende du bâton de Kourou, d'effacer au fond l'effort que ça a coûté, d'effacer voilà, tout le travail au fond. Là, on a un acte, une sorte d'acte pur, très très simple, et ce qu'on avait fait un peu l'autre fois quand on avait un peu déliré sur le haïku, quoi, mais un acte le plus simple et le plus pur possible, et qui semble évidemment comme ça fait sans effort, qui semble absolument prolonger la vie elle-même. Et je crois que chez Thoreau, il y a une vraie profondeur là-dessus, c'est-à-dire finalement, et qu'on retrouvera après très souvent dans la littérature américaine, mais voilà, enfin le comble de l'art, c'est aussi d'être comme ça le plus aisément possible dans la vie, quoi, dans la vie elle-même. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais vous montrer des images un peu là-dessus, ouais, alors, j'avais... Ah ben, balancer les diapos, ouais. Parfait. Vous appuyez sur la petite flèche. Voilà, j'ai un peu mon assistance, excusez-moi. Je vous fais ça. Non, c'est juste qu'il va me dire pour blanche. Ah ouais. Ouais, alors donc là c'est bon, je ne sais pas si je vais vous montrer déjà, voilà, le petit truc de Thoreau, où il explique pourquoi il s'en va dans les bois. Voilà. Bon, oui, ça paraît très, aidez-moi à trouver les mots justes. Voilà. Une sorte de sagesse rustique, hein, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Et, enfin, on pourrait presque dire, voilà, donc, vous voyez, c'est intéressant par rapport au début de ce qu'on s'est raconté. Donc c'est un truc, voilà, qui n'est pas du tout, encore une fois, dans l'insolite, l'excentrique, etc. C'est même l'inverse, c'est l'ordinaire. Mais bon, voilà, vraiment à la première personne, vraiment vivre ce que je vais dire, même si c'est hyper simple. Hein. Et alors, je vais vous montrer, Pierre, allez-y, envoyez. Voilà. Oui, après je vais juste vous montrer quelques, bon, Kawamata, ça je pense que tout le monde connaît, bon, hein, c'est des... Ouais, vous voyez, hein, là j'ai choisi quelques images, comme d'habitude, c'est pas très fameux, hein, j'ai pris ce que j'ai trouvé, mais je voulais montrer ça parce que, alors, évidemment, parce que c'est le thème de la cabane, mais donc quand même, pareil, c'est le même paradoxe, il y a une espèce d'exil immobile, quoi, c'est-à-dire finalement, là quand même, Kawamata, alors lui, c'est vraiment au départ un artiste super engagé. Au départ, en tous les cas, c'est un artiste super engagé, puisque je crois que ses premiers trucs, voilà, enfin, c'est vraiment, c'est avec il travaille avec des SDF, bon, c'est vraiment un truc très très engagé politiquement, hein, j'entends, vraiment. Et puis, et donc il travaille in situ, etc., vous connaissez tous le truc. Et Kawamata, Ka, comme ça je prononce, hop, Kawamata. Je mets les chaînes aussi. Il a travaillé avec les chaînes. Oui. Avec les chaînes. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ça s'appelle Pierre Kawamata? Non, Pierre, c'est l'assistant là. Ah Tu m'as déjà oublié. Vexé, ouais. Et il s'appelle Kawamata, ouais. Non, mais écoute, tout le monde connaît ça, je pense. Hein. Et donc là, c'est... alors voilà, au départ, quand même, c'est vachement intéressant parce qu'il travaille, je crois, vraiment avec des SDF. Il fait des petites... Les chariots, là. Non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Mais non, je crois qu'au départ, j'ai pas d'image de ça, hein, mais oui, il refait des sortes d'abris. C'est ça, c'est les chariots. Ah ben ouais, alors. Ouais, c'est ça. Voilà, il construit vraiment des cabanes citadines, si on peut dire. Des cabanes urbaines, enfin, des cabanes de SDF et tout ça, c'est ça le truc. Hein. Et progressivement, alors après, il travaille toujours in situ avec ce qu'il y a sur place, c'est ça le truc. Hein. Et progressivement, il fait ses cabanes. Bon. Je voulais commencer ça aussi parce qu'on avait parlé de Calvino, du baron perché, tout ça. Bon, il y a quand même un lien avec ça. Et ce sont évidemment des cabanes, cette fois-ci, qui sont absolument pas habitables. Hein, évidemment, on peut pas rentrer dedans. Elles sont inaccessibles, la plupart du temps, bien sûr. Et elles ne sont pas du tout, évidemment, habitables. Elles sont faites avec ce
c'est ça son truc, vraiment avec ce qui traîne, quoi, avec ce qui traîne là, soit dans la galerie, soit dans tel ou tel endroit, etc. etc. Mais oui, ça me semblait intéressant parce que je me suis dit, à moins que ce soit un qui délire, mais au fond, il y a le même mouvement un peu chez Taureau, c'est-à-dire que après il va peaufiner le truc, il va évidemment l'affiner, après c'est génial, il va mettre ça dans tous les grands monuments, enfin je sais pas quoi, il va mettre une cabane dans tous les grands parcs aussi, des grandes villes du monde et tout ça. Bon, mais il y a un truc qui est très fin, qui est toujours pareil, cette espèce de presque de, je cherche le mot précis parce que c'est pas, mais il y a un truc qui fait sécession, quoi. Vous voyez, bon, c'est-à-dire au fond quand même percher une cabane sur un monument, sur un arbre dans les parcs, bon, et puis et en même temps évidemment sans s'exiler complètement. C'est-à-dire qu'en même temps, on est bien à chaque fois, soit vraiment dans la ville, soit bon bien sûr dans le jeu social de l'art et tout ça. Mais ça reste excentrique. ouais. Parce que justement, elles sont pas en pleine nature, elles sont quand même en contraste. Elles sont en contraste toujours. Elles font contraste, du coup, l'excentricité aussi, c'est ça, c'est le contraste. Moi, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que c'est ce qui fait l'excentricité? Parce que sinon, évidemment, vous savez que c'est super à la mode, voilà, sinon, évidemment, il n'y aurait pas de différence avec les gens qui sont spécialisés, il y a vraiment des spécialistes de ça, et qui vont construire une cabane dans les arbres pour évidemment quand même un certain prix. Mais enfin, vous voyez, ça c'est super à la mode aussi. Et là, c'est très délicat parce que vous avez tout à fait raison. Ce sont là, l'excentricité entre guillemets du projet, c'est qu'évidemment, les cabanes sont absolument pas habitables et qu'on ne peut pas du tout rentrer dedans et qu'on ne peut pas du tout évidemment y accéder déjà. Donc, c'est des cabanes inaccessibles. Ouais. Mais voilà, mais quand même, il y a aussi, c'est ça que je veux rappeler, cette origine vraiment dans le truc, l'abri, quoi, l'abri de fortune, etc. Par exemple, avec le charge, je pense que j'ai même une cabane au même endroit où ça peut monter, il va se passer il va la cabane et ouais. Alors que là, quand c'est au milieu de l'art et que personne habite dedans, ça peut poser. Oui, mais ce que je n'ai pas dit, et ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que lui, il va jusqu'au bout quand même, en tout cas, il faisait ça, parce que maintenant c'est un peu différent. Mais il va jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire qu'il utilise, si on peut dire, les objets qu'il trouve sur place, et il emploie les gens aussi, les locaux, si vous voulez. Et il emploie les gens quand même qui sont, la plupart du temps, c'est là où c'est engagé quand même, il emploie des gens qui sont, voilà, aidez-moi, qui sont précaires, quoi. Hein, oui, et il travaille avec eux. Bon. Je ne défends pas le truc absolument. Mais, ouais, voilà. Voilà, il y a des étudiants, où il y a des gens qui sont, voilà, qui ont besoin de travailler, tout ça, et il va travailler avec eux. Donc il va jusqu'au bout du truc. Et non, mais il y a quand même une logique, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, bon, c'est ce truc très engagé, très remonté sur les SDF et tout ça. Puis bon, après, ça prend cette forme-là, là on est d'accord, où il y a ce contraste qui est saisissant toujours entre, voilà, sur les grands appuis, les grands monuments, et puis la petite cabane de fortune. Et bon, mais après, maintenant, je crois que c'est un peu différent. Bon, maintenant, le dernier truc qu'il a fait en France, bon, le truc, par contre, c'est plus, parce que ça devait être éphémère toujours. Mais ça n'est plus éphémère. Hein, ils ont fait un truc qui doit être sécurisé, comme d'habitude, et donc voilà. Mais quand même, tout le monde a travaillé dessus, mais voilà, après, c'est resté un demeure, etc. etc. Pierre. Mais, que faites-vous? Oui. Ah mais non, mais on est déjà arrivé. Ah oui. C'est pas même ce dont je parlais, moi, le truc, c'est Oui, là c'est Buren. Alors je voulais finir sur la thématique des cabanes, si on peut dire. Et donc ça, là c'est les cabanes de Buren. Ouais. Alors c'est pas du tout la même chose, évidemment. Absolument pas la même chose. On n'est pas dans l'abri de fortune, c'est tout le contraire. On est dans quand même des trucs extrêmement conceptuels, si on peut dire. Ah oui, vous avez fait le tour. Oui. Moi, j'ai pas vu. Ah, non, il y en a encore une, Varda. On l'a vu, Agnès Varda. Et ça, c'est le truc d'Agnès Varda, la cabane au portrait. C'était joli ce truc. Enfin, ouais. Là aussi, c'est tout le monde connaît Agnès Varda, je pense, bien sûr, la cinéaste. Hein. Et là, elle fait ça de plus en plus, parce qu'elle fait de plus en plus d'installations, en fait. Et là aussi, vous voyez, il y a quand même un lien. Il ne s'agit pas du tout d'assimiler tous ces artistes qui vont avoir les uns avec les autres, mais il y a un lien, quand même, il y a une cohérence entre cette. Alors là, cette idée de la cabane dans la galerie, vous voyez, transformer la galerie en cabane, je sais pas quoi. Et ça, c'est assez marrant, assez intéressant.
Ouais. Là, c'est toujours un jardin. C'est dans cette cabane centrée. Après, il y a ça. Ouais, alors c'est un jardin avec la cabane. Tiens, vous n'avez pas me marqué sur le tableau? C'est où ah, c'est là. Ça marche ici. Non, non, L. Les beaux lignes, ouais. Ouais, ça c'est un artiste chinois, là, contemporain, qui est très célèbre. Hein. Vous voyez ça? Oui, alors pourquoi je pense que ça? Parce que c'est pas du tout la cabane, mais il y a toujours le jeu de, quand même, voilà, du contraste du camouflage. C'est assez marrant. Vous connaissez ça? Voilà, c'est ça. Au début, je crois que... Parce que, ouais, c'est intéressant parce que c'est pas du tout... Ah, il manque le L. Oui. Oline. Parce qu'au début, voilà, c'est pas du tout technique, il n'a pas trop de... Il sait pas trop comment s'y prendre, mais au début, carrément, c'est génial parce qu'en fait, il se peint, enfin, il se fait peindre de la même couleur que le fond, etc. C'est ça le truc. Et donc, il se camoufle comme ça. Bon, après, mais oui, il n'y a pas d'effet, en tout cas au début, il n'y a pas du tout d'effet de trucage ou je sais pas quoi. Voilà, il se peint comme le fond. Donc moi je pensais sur ce qu'on dit tout à l'heure sur l'individu, évidemment la société, tout ça, parce que derrière il y a quand même une intention, un discours et tout ça. C'était assez intéressant. C'est-à-dire que la disparition et en même temps la résistance de l'individu. Voilà. C'est ça un peu. Ben, allez, maintenant. C'est génial parce que une sorte de caméléon. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est du camouflage. Enfin d'ailleurs, il y a toute une série qui s'appelle Hiding, je sais pas quoi. Enfin, bon voilà, il se cache dans le décor. Non mais c'est beau parce que là aussi, c'est une figure de, sans aller trop loin, de résistance individuelle, quoi. Bon, mais c'est assez fin, quoi. En même temps, c'est justement, enfin, vous voyez, si on pousse un peu le truc, c'est pas l'individu qui s'affirme de manière péremptoire, mais enfin, il montre que, voilà, il résiste quand même au fond et à ce qui l'entoure. Oui, ça date. Non, moi je sais que c'est plutôt la résistance que l'adaptation. Ça peut être là qui est en train de... Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, il y a ce que tu dis. Ouais, résistance. Il faudrait presque dire, mais le terme est atroce, mais c'est plutôt une sorte de résistivité. Vous voyez, un peu comme chez Taureau, justement. Il y a comme une résistance électrique, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, bah ouais, mais il est toujours là. Alors après, voilà, maintenant je crois que c'est ça. Après, il se fait peindre vraiment par quelqu'un. Je sais pas, exactement peindre le fond. Je sais pas, mais bon, c'est pas du tout un spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est pas du tout un spécialiste de la photo, quoi. Au début, c'est pas du tout, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de. Parce qu'il pourrait faire ça de façon vachement simple. Hein? Ou en arrière? Non, Oui, après, il y a toutes les nuances, hein. Il y a encore quasiment pas. Là, c'est plutôt il y a des autres histoires. Prochain, il est pas. Ah, Ça fait penser à Georges Roux, même si c'est la façon d'avoir. ah oui. Ah oui. Après, bon, oui, il y a un lien quand même, je vais commencer à faire le Kawamata, parce qu'il y a un peu la même démarche au sens de mettre le Kawamata dans ses cabanes partout, dans tous les
des endroits des célèbres. Voilà. Lui, c'est la même chose. Après, il a toutes les endroits très très célèbres et ils sont au fond avec. Voilà. Et le même que chez Thomas Matin, il y a toujours ce contraste entre le truc de l'histoire urbanisée de la petite cabane. Là, lui, c'est pareil. C'est un individu qui est perdu sur un fond ou sur un site comme celui-là, évidemment super célèbre, etc. Vous voyez là, pareil, évidemment, tous les sites les plus. Voilà, ça c'est la dernière image, je crois. Après, c'est blanc. Après, c'est le blanc. Et là, il a dit Là, monsieur, on va y sombrer pour la deuxième partie. On est un peu distrait. Deuxième partie. Alors, Pierre, on va vous dire. Alors, deuxième partie, l'expérience ordinaire et l'expérience esthétique. Non, mais ça, on l'a déjà dit, mais c'est le play. C'est tout raccord à ce qu'on avait avec le cours qu'on a fait la semaine dernière. L'unité de l'expérience. À vous, clavier. Oui, il va trop vite. Ouais. Là, ça sera la deuxième partie de ma deuxième grande partie. La première partie, c'était, je ne sais pas quoi, l'ordinaire et le banal, là. Et la deuxième, c'est l'unité d'expérience. Bon, vous voyez, les titres sont très transparents, donc c'est l'idée que, effectivement, peut-être c'est là, on répond l'unité entre l'ordinaire et l'esthétique, entre les sens ordinaires et les sens esthétiques. Et donc là, on va faire ce que j'avais annoncé, on va travailler de manière plus précise en tout cas sur. Non. Les sens ordinaires et les sens esthétiques, c'est toujours le même type, mais c'est changé. Voilà. Et donc là, on va faire une concentrer sur l'art. Donc on va avoir pas mal de John Dewey. Voilà. Toujours pas. Alors Pierre va nous lire le texte. Ouais. À vos oreilles. Allez-y. On va voir ce que ça donne. Par l'une de ces perversités ironiques qui accompagnent souvent le cours des choses, l'existence des œuvres d'art dont dépend l'élaboration d'une théorie esthétique est devenue un obstacle à toute histoire à leur sujet, à toute théorie à leur sujet. Une raison en est que ces œuvres sont des produits qui possèdent une existence externe et physique. On identifie généralement l'œuvre d'art et l'édifice au livre, au tableau ou à la statue dont l'existence se situe en marge de l'expérience humaine. Puisque la véritable œuvre d'art se compose en fait des actions et des effets de ce produit sur l'expérience, cette identification ne favorise pas la compréhension. De plus, la perfection même de certains de ces produits, le prestige qu'ils possèdent en raison d'une longue histoire reposant sur une admiration indiscutée, crée des conventions qui font obstacle à un regard nouveau sur les œuvres. Une fois qu'un produit artistique est reconnu comme une œuvre classique, il est en quelque sorte isolé des conditions humaines qui ont présidé à sa création et des conséquences humaines qu'il engendre dans la vie et l'expérience réelle. Lorsque les objets artistiques sont séparés à la fois des conditions de leurs origines et de leurs effets et actions dans l'expérience, ils se retrouvent entourés d'un mur qui rend presque opaque leur signification globale, à laquelle s'intéresse la théorie esthétique. L'art est alors relégué à un monde à part, où il est coupé de cette association avec les matériaux et les objectifs de toute une autre forme d'effort, de souffrance, de réussite. Une première tâche s'impose donc à celui qui entreprend d'écrire sur la philosophie des beaux-arts. Il s'agit de restaurer cette continuité entre ces formes raffinées et plus intenses de l'expérience que sont les œuvres d'art et les actions. Souffrance et événements quotidiens universellement reconnus comme des éléments constitutifs de l'expérience. Si l'on veut bien me concéder ce point, même à titre d'expérience provisoire, on verra qu'il s'ensuit alors une conclusion à première vue surprenante afin de comprendre la signification des produits artistiques. Nous devons les oublier pendant quelques temps, nous détourner d'eux et avoir recours aux forces et aux conditions ordinaires de l'expérience, que nous ne considérons pas en général comme esthétiques. Nous devons arriver à une théorie de l'art en empruntant un détour. J. Dewey, l'art comme expérience d'introduction. Voilà, merci Pierre. Ouais, donc là on est dans l'introduction de ce texte que j'ai déjà évidemment cité et utilisé. Donc je vous rappelle, c'est un texte des années 30.
ça vers 1930. Et là, alors voilà, le passage est un peu long, hein, mais on est dans l'introduction, c'est pour ça que là, je ne peux pas expliquer, je vous annonce ce qu'il va faire. Est-ce que ça va, parce que la forme du jouet était quand même assez particulière, est-ce que vous comprenez bien le projet qui est celui du jouet puisque vous avez tout là, le clip, etc. Donc l'arbre de l'expérience, qu'est-ce qu'il se propose de faire? Et surtout, qu'est-ce que... Après, on verra, attends, on a raison, qu'est-ce qu'il... Comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'il présente comme un obstacle, peut-être dans les théories traditionnelles de l'art, à la véritable compréhension de ce qu'est l'art? Vous voyez ce que je veux dire, enfin, qu'est-ce qui justifie qu'il écrive ce texte? Pourquoi finalement il lui semble que, là je rebondis sur la fin du passage, qu'on soit obligé qu'on soit obligé ouais, à ce détour pour véritablement comprendre ce qu'est l'art? Et qu'est-ce que c'est ce détour? Parce que c'est facile d'incarner justement ce concept d'art au travers d'un objet, de finaliser, au travers de tout ce qui est pas persistant, comme les actions, les processus de fabrication, les idées, ce qui est au final abstrait. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de concret pour pouvoir se fabriquer des images, pour pouvoir se faire une idée, pour pouvoir construire des choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la première partie, mais justement, qu'est-ce qu'il entend prolonger? Comment est-ce qu'il entend prolonger ça? Il entend que l'art, c'est pas l'objet, au final, c'est... Oui, voilà. Ah, non, parce que c'était pas clair dans ce que vous disiez, mais voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait le projet de Dewey, c'est-à-dire que ça, c'est tout à fait juste. Donc, on est trop focalisé. Vous voyez, c'est étonnant pour tout ça, on est trop focalisé sur l'objet, sur l'œuvre, qui font coupe évidemment la plupart du temps, bien sûr, parce qu'elle est transmise, etc., qu'on coupe de toute expérience, qu'on coupe de son origine, alors même que si on veut vraiment comprendre l'expérience esthétique et l'art, et donc l'esthétique et l'artistique, il faut revenir à l'expérience qui a produit, si vous voulez, l'objet final. Vous voyez comment il s'y prend. Donc il faut qu'on remonte, là c'est tout à fait juste, des objets, si on peut dire, d'art, finalement qui peut-être nous fascinent trop, qui sont trop fétichisés, quoi, en quelque sorte, et il faut qu'on remonte de ces objets vers l'expérience d'où ils sortent, et vers l'expérience qu'ils produisent. Vous voyez, c'est ça qui est très étonnant, c'est pour ça, et qui est très surprenant dans l'approche de Dewey. C'est une approche, si vous voulez, pour simplifier les choses, on va d'abord dire empirique. Bien sûr, là, ce qui est de mettre au mot, c'est l'expérience. Mais c'est une approche pragmatiste, au sens où on va le définir progressivement, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre, un peu comme chez les grands pragmatistes, comme chez James et tout ça, il s'agit de comprendre quels sont les effets pratiques, si vous voulez, concrets, justement, que l'art nous fait, quoi. Et donc, de même que James se proposait de comprendre la vérité à partir des effets, finalement, du discours, là, Dewey se propose de comprendre l'art, non pas à partir des œuvres, vous voyez, c'est ça qui est très bizarre, mais à partir des effets, ici, dans l'expérience. Hein, c'est ça l'idée. C'est un peu comme s'il disait que pour comprendre l'œuvre, il fallait un peu revenir à son essence. Et l'essence, c'est la pulsion qui a fait qu'elle a dû être créée, donc l'expérience. Et sinon, un compte, quand on passe en compte, c'est un peu une copie au final de l'œuvre. Oui, voilà, c'est ça. Alors, sauf qu'il va peut-être moins le psychologiser que vous, si vous voulez, mais en tout cas, pour comprendre l'œuvre, très bizarrement, il retenait bien ça parce que c'est génial, je pense que j'espère que vous allez voir pourquoi c'est génial. Mais l'idée, c'est que pour comprendre l'œuvre d'art, évidemment, il faut, c'est trop bizarre, quoi, il faut vraiment commencer par ne plus la regarder. Mais il faut ne plus la regarder, vous avez compris le truc, comme on la regarde habituellement. Alors là, attention, après, il y a un contexte historique, évidemment, lui a raison, on verra. Mais je pense que dans les années 30, en tous les cas, là, dans la culture américaine, peut-être que les œuvres sont trop fétichisées. Et au fond, oui, ça c'est des thèses aussi très répandues, qui ne sont pas propres à Dewey. Peut-être que le musée, par exemple, est un écrin, mais un écrin qui est un obstacle aussi. Voilà. Vous voyez, bon, il y a des enjeux là aussi politiques, démocratiques. L'art est coupé du public, l'art se coupe du public, et en se coupant évidemment de ce public, se coupe de l'expérience et finalement finit par mourir. Voilà, c'est ça l'idée, bien sûr, de Dewey. Donc c'est pour ça que finalement, pour resituer l'art à tous les sens du terme, peut-être vraiment le réinsérer complètement et le réconcilier avec son public, il faut pour lui se détourner un peu des œuvres et voir en fait, et remonter jusqu'à l'expérience, alors oui, bien sûr, individuelle, mais aussi à l'expérience commune qui a produit ces œuvres, qui a eu comme conséquence, en tous les cas, de produire ces œuvres, et à l'expérience, évidemment, qu'on en fait nous aujourd'hui. C'est ça l'idée. Vous voyez comment il s'y prend. Et
Ça, c'est vachement intéressant. Donc, oui, il y a deux choses à retenir. C'est que pour comprendre l'expérience esthétique, on disait, il faut remonter à l'expérience ordinaire. Au fond, elles ne sont pas coupées, elles sont passées par l'une de l'autre. Et de même que pour comprendre l'art, il faut remonter, voilà, là aussi, à l'expérience et à l'expérience la plus ordinaire possible. Donc, il y a deux manières, oui, de comprendre ce message. Mais surtout, c'est une manière de réconcilier l'art et l'ordinaire, ça c'est sûr, l'art et la vie, etc. L'expérience artistique et l'expérience évidemment la plus ordinaire. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, c'est une façon, on va voir si ça marche, hein, de comprendre l'expérience esthétique, simplement comme le prolongement, il le dit bien là, comme l'intensification de l'expérience tout court. Moi je suis désolée là, mais là je craque là. Je suis désolée, je vais faire la chieuse, mais je suis à 2 mètres du prof, je n'arrive pas à entendre un mot de ce qu'il dit quoi. Alors, je suis fatiguée peut-être, mais il y a une limite. Là, je craque. Très très bien. C'était parfait, la préparation. Si, regardez, c'est super efficace. Et donc, mais je vois les gens qui parlent, je les vois. Je les ai repérés, je les ai identifiés. Et donc, je ne sais plus ce que je disais du coup, moi. Je disais, oui, voilà, non, après on va faire une pause, hein, vous inquiétez pas. Et donc, ce que je disais, c'est que. Voilà, ce que je disais, c'est que l'expérience, oui, c'est ça qui est important pour nous, c'est que l'expérience esthétique pour Dewey est simplement une intensification de l'expérience ordinaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais sur le passage, parce qu'il est un peu long là, évidemment ce passage, sur le passage qu'on vient de lire et d'entendre, ce qui est aussi important, parce que c'est ce qu'on va développer après, c'est que du coup, et ça c'est quand même pas si simple à comprendre, c'est cette assimilation, voilà, vraiment cette assimilation, on ne peut pas dire autrement, cette confusion, mais délibérée, hein, au sens positif du terme, cette confusion de l'art et de l'expérience. L'art est d'abord expérience. Alors vous voyez, évidemment c'est super intéressant d'un point de vue simplement historique, parce qu'en gros 30 ans après ce texte, voilà, enfin vous voyez, des gens comme Alan Capro, comme tous les gens de Fluxus, etc., vont vraiment appliquer rigoureusement cette esthétique pragmatiste. Hein. Mais Capro, vraiment, il lit, il relit Dewey, bon, c'est-à-dire qu'il l'applique littéralement. Et il se dit, bah ouais, effectivement, si l'art est expérience, à ce moment-là, allons jusqu'au bout. Si effectivement l'art est davantage dans l'expérience que dans les objets, passons-nous des objets, quoi. Les Capro, voilà, il va vraiment le prendre littéralement, on verra un peu aussi des images, et finalement il se dit, bah voilà, on n'a plus besoin de toute façon de cet intermédiaire, si on peut dire, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça, de cet intermédiaire qui est l'objet d'art, on n'a plus besoin finalement de l'œuvre elle-même, on peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, on peut finalement prolonger l'art dans l'action, quoi, dans l'acte, évidemment dans le happening, donc c'est ce qu'il a inventé, mais après aussi dans l'event, par exemple chez Cage, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que ça c'est super important pour comprendre aussi d'un point de vue historique, je pense, toutes les avant-gardes des années 60 et toutes les avant-gardes américaines des années 60. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, là, lui, évidemment, il faut pas prêter à Dewey, bien sûr, ce qu'il ne peut pas prophétiser, mais là où Dewey, lui, pense à un problème théorique, un problème philosophique, hein, c'est-à-dire vraiment comment définir l'art, comment le comprendre, etc. Ce qui est très fascinant, c'est qu'en fait, les artistes américains, 30 ans après, vont, eux, en faire une sorte de méthode, quoi, de pratique artistique et qui vient directement de l'art. C'est-à-dire, bah ouais, du coup, peut-être que ce qui va être le plus important dans l'art, ça va être l'expérience, ça va être l'action, ça va être l'acte, le processus, etc., etc., beaucoup plus que l'œuvre elle-même, beaucoup plus que l'œuvre, finalement, qu'on a toujours tendance, peut-être, à fétichiser, à sacraliser, etc., etc. Vous voyez, bon, donc il ne faut pas perdre les deux, il y a deux versants, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment ce retour, si on veut dire, et ce recours, je ne sais pas comment il faudrait dire, à l'ordinaire, qui n'est pas du tout une manière, c'est pour ça que je voulais qu'on commence par Thoreau, qui n'est pas du tout une manière d'esthétiser l'ordinaire, c'est tout le contraire, et en même temps, pourquoi ce retour? Parce que, aux yeux de Dewey en tous les cas, c'est ça qui va permettre de comprendre les formes, ensuite évidemment, beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus fines de l'expérience esthétique, de l'art, etc., etc. Mais vous voyez, c'est cette continuité, je pense, qui est vachement importante. Ce flux, quoi, hein, et ce flux, évidemment, de l'expérience qui va être absolument central. Ça va, ça c'est clair? On peut... Ça a l'air distrait, je crois que c'est l'heure. Ouais, on peut faire la pause. Ouais. On peut faire la pause alors. C'est ça? Ouais. C'est le moment. Oui, d'accord. C'est le moment. Ok, on fait la pause. Allez.
le calme, la volupté, c'est ça? On y va? J'y vais. Ça va, vous êtes pas fatigué? Parce que là, on va envoyer quand même du concept, on va envoyer du lourd. Ouais, là quand même. Alors, le truc que je voulais préciser par rapport à ce premier texte, donc on est dans l'introduction parce qu'on va suivre un peu, je sais pas, enfin, je vais pas vous saouler avec ça non plus, mais on va avoir 3-4 textes à peu près de Dewey pour voir un petit peu. Alors, vous voyez, dans un premier temps, c'est ça qui est peut-être intéressant, même si au départ c'est assez déroutant. Là, en fait, il remonte de l'art à l'expérience, on pourrait le dire comme ça, vous voyez, si on résume. Regardez bien quand même le début du passage, c'est-à-dire que finalement le lézardement pour lui, le paradoxe c'est que ce sont les œuvres d'art qui deviennent un obstacle à la théorie de l'art. Vous voyez, bon, alors ça pour nous c'est assez intéressant. Au fond, ça c'est son préjugé bien sûr qui est fort discutable, mais donc on ne peut plus vraiment penser l'art parce que on reste, si on peut dire comme ça, bloqué sur les œuvres, bloqué sur les objets. Hein. C'est vraiment, vous voyez, très très... Comment dire, c'est très simple, très concret, c'est les objets vraiment dans leur matérialité qui empêchent finalement de comprendre vraiment la théorie, qui empêchent l'élaboration de la théorie. Donc c'est pour ça que là, dans un premier temps, c'est ce qu'on va suivre un petit peu, il s'agit de remonter de l'art, des œuvres, des objets vers l'expérience elle-même. Quelle expérience? Alors évidemment, l'expérience bien sûr créatrice, c'est l'expérience de l'artiste qui a produit bien sûr l'œuvre, et c'est ça qui est plus déroutant chez Dewey. En même temps, ce sont des prolongements de cette expérience jusqu'au spectateur, jusqu'à nous. Hein, vous voyez, donc c'est l'unité évidemment de l'expérience qui est importante. Alors la deuxième chose que je veux dire, que j'ai pas trop dite, là j'y vais, j'en vois, c'est que en ce sens, le pragmatisme de Dewey, il y a plein de ismes, attention les gars, le pragmatisme de Dewey prolonge l'inspiration, si on peut dire, transcendentaliste, hein, ce qu'on a vu l'autre fois, prolonge, ça va, l'inspiration transcendentaliste, puisqu'il s'agit quand même, toujours pareil, hein, je répète un peu, c'est un peu lourd, mais puisqu'il s'agit là aussi de montrer que l'expérience ordinaire, à condition, c'est ça qui est intéressant, à condition qu'elle soit... Pensez au petit passage de Taureau qu'on a vu ensemble. À condition qu'elle soit vraiment vécue individuellement, à condition qu'elle soit véritablement, que le sujet se l'approprie, et déjà une expérience esthétique. Vous voyez comment il s'y prend? Ça va? C'est assez clair mon truc? C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit toujours, il ne s'agit pas du tout d'esthétiser l'ordinaire, de transfigurer le banal, et ces choses-là. C'est pas du tout du Danto. Hein. C'est pas du tout qu'au fond, on va rajouter un étage esthétique à l'ordinaire. Non, c'est simplement que, c'est ça la thèse de Dewey, si on considère l'expérience ordinaire en tant que telle, mais à condition qu'elle soit vraiment, même si c'est la plus simple, qu'elle soit vraiment vécue par un individu, elle est déjà esthétique. Sauriez-vous me dire pourquoi? Est-ce que c'est juste ou faux, ça? Envoyez, critiquez, soyez présents, mais soyez présents positivement. Ouais, allez-y. Non. Si, bien sûr, je peux répéter. Non, vous voyez, l'idée, la thèse, elle est là. Et la thèse, elle est vachement intéressante parce qu'elle est très discutable, parce qu'elle est très polémique. Mais l'idée, elle est que je prends n'importe quelle expérience. À partir du moment où je fais vraiment une expérience, c'est déjà esthétique. Pourquoi? Mais n'importe laquelle. Parce qu'il y a la démarche. Au sens, peut-être? Ouais, pourquoi par rapport au sens? Creuser le truc. Ça procure une émotion. Ouais, ça procure une émotion, et c'est même si on le voit de façon encore plus simple, si je fais, il faudrait qu'on prenne un exemple. Ouais. Parce que peut-être qu'une chose, avant d'être matérielle, elle est concept. Et dans cette mesure, il y a forcément une notion esthétique derrière. Qui ne relève pas forcément du visible. Mais forcément, ça véhicule. Si quelque chose est concept, ça véhicule forcément une idée. Au moment qu'il y a l'idée, il y a déjà une forme d'esthétique, même si l'expérience en elle-même ne réussit pas. C'est peut-être un peu, c'est peut-être même trop compliqué par rapport à ce que dire Dewey. Prenez un exemple simple. Je fais. Hein?
Parce qu'on est pleinement dans la réalité, mais oui, ça c'est sûr, on est pleinement dans la réalité, dans n'importe quelle expérience. Et pensez aussi, parce qu'on était parti de là, à la première définition qu'on avait donnée de l'esthétique, au fond, c'est une expérience dans laquelle je ne poursuis pas justement telle ou telle finalité, telle ou telle... c'est pas un moyen en vue d'une fin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne poursuis pas un but en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pris dans l'expérience elle-même. Et donc, étant pris dans cette expérience et essayant de la conduire du mieux possible, je suis déjà dans quelque chose d'esthétique. Sinon, il y a des passages de Dewey qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que, vous voyez, ce texte qu'on avait déjà vu, qui est aussi dans l'introduction, oui, à la limite, tondre sa pelouse, ça peut être une expérience esthétique. Mais, vous voyez, c'est pas du tout, aidez-moi à trouver le mot, n'en m'aidez pas, bien sûr que non, comme d'habitude, c'est pas du tout, c'est pas du tout un truc provocateur. C'est pas pour dire, au fond, bah, l'esthétique est partout, la beauté est partout. C'est pas du tout ça. C'est simplement le fait que, si je suis vraiment à ce que je fais, dans telle ou telle expérience, fût-ce la plus ordinaire, et justement, parce que c'est la plus ordinaire, si je suis complètement absorbé par le truc, alors forcément, je le fais pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et si je le fais pour le faire, ben, je suis dans l'immanence esthétique. Enfin, ce que j'appelle l'immanence esthétique, d'un terme un peu savant, on s'en fout, mais ça veut dire, je ne le fais pas pour autre chose. C'est comme quand je lis un livre, je suis absorbé par ce que je lis. Je ne lis pas, sauf quand vraiment ça m'ennuie, pour aller à la fin du livre. Non, je suis dans le truc, quoi. Je lis pour lire, quoi. Vous voyez, je sais pas, je me balade pour me balader. C'est pas pour aller d'un point à un autre. Donc là, je suis déjà dans l'esthétique. Vous voyez, c'est ça le truc, sinon on ne comprend pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que toute expérience de ce point de vue-là, qui est vraiment vécue pour elle-même, mais c'est-à-dire qui est vécue, c'est pas forcément qu'elle va être intense. Il ne faut pas exagérer non plus, il n'y a pas d'intensité partout. Mais à partir du moment où elle est pleinement faite pour, enfin, où elle est faite pour elle-même, à ce moment-là, elle a déjà cette dimension esthétique. Alors, c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus délirant. Ça veut dire que ce qu'il veut montrer, c'est qu'en fait, on ne peut pas comprendre l'esthétique si on ne commence pas à l'apercevoir dans cet état embryonnaire de l'expérience quotidienne, de l'expérience ordinaire, de l'expérience courante. Vous voyez, c'est ça l'idée. À chaque fois que je fais quelque chose et que je le fais bien, même, je sais pas quoi, je fais la vaisselle. Bon, alors évidemment, je vais dire qu'il ne faut pas être trop pervers non plus. C'est pas que je vais prendre mon pied forcément à faire la vaisselle, mais si je la fais et que finalement, je n'essaie pas d'aller super vite pour vite la finir, non, ça me plaît, voir la mousse et tout ça, enfin, quand même il y a un truc qui fait que je suis satisfait, bon putain c'est propre, il n'y a pas de traces. Ben, au fond, je suis dans une expérience qui est déjà esthétique, sinon on ne comprend pas le truc, c'est ça. C'est la personne qui vient vous dire derrière, mais c'est super bien fait, t'as vu les traces et tout. Mais, il y a aussi une part d'envie et de plaisir, comme en fait, l'exemple il est con, mais si par exemple j'ai envie de manger une pomme, je mange la pomme, je profite de tout l'instant. C'est pas comme quand je vais manger une pomme après mon repas, alors que c'est le désir, mais j'en ai pas spécialement envie. En fait, c'est con comme exemple, mais... Non, c'est pas con parce que ça me fait penser évidemment à ce film qui est tellement transcendentaliste et tellement pragmatiste, qui est Into the Wild. Et en fait, où il y a cette fameuse scène où on sent que c'est complètement improvisé, quoi, la scène de la pomme. Et là, c'est tout à fait ça. Alors évidemment, sur le coup, on dit, ouais, enfin, quand tu commences à délirer, ouais, t'es super belle, bon, et je vais te manger, ça va être génial et tout. Bon, alors on se dit, ouais, c'est hyper... il en fait trop, quoi. Mais en même temps, non, le truc... Enfin, oui, bien sûr qu'il en fait trop, mais en même temps, vous voyez, là, on comprend mieux, en fait, je crois, cette pensée, cette esthétique pragmatiste. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr que la moindre expérience ordinaire peut être esthétique, si tant est, bien sûr, que je vis vraiment cette expérience, voilà. Mais, oui, c'est ça qui est compliqué et difficile. C'est super facile à éprouver, on l'a tous éprouvé, mais c'est difficile à expliquer parce qu'il ne faut pas du tout en rajouter. C'est pas que je vais sublimer tout ce que je fais, parce que là, c'est insupportable. Enfin, il y a des gens qui vivent comme ça, quand même, on en connaît tous, quoi. Et donc, ils voient dans le moindre détail, le moindre truc, voilà, une sublimité esthétique. Enfin, moi j'ai un pote comme ça, mais je l'adore, quoi. Mais en même temps, enfin, je suis incapable de ça. Mais pourquoi pas? Le mec vit, voilà, tout ce qu'il vit a quelque chose d'esthétique. Mais alors voilà, non, c'est pas ça que veut dire Dewey. Mais il veut dire, on est dans la théorie, hein, faites gaffe, on est vraiment dans la philosophie, quoi. Mais si vous voulez comprendre quelque chose à l'esthétique, ne pensez pas du tout que c'est une strate du millefeuille qu'on va rajouter sur l'expérience. Sinon, on s'en sort pas. Alors sinon, on va dire l'esthétique, c'est mystique, c'est mystérieux, c'est je ne sais quoi, tout ce qu'on avait vu au début. Là, donc ça, c'est une mauvaise voie, et c'est une voie sans issue. C'est pour ça qu'il dit non. Regardez juste l'expérience ordinaire, la plus ordinaire que vous puissiez trouver, et regardez si, déjà dans cette expérience-là, selon le cas et selon les circonstances, elle n'a pas déjà quelque chose d'esthétique. C'est ça plutôt l'idée. Ouais. Oui, alors bien sûr, c'est ça, et c'est un des problèmes que ça pose, mais pour l'instant on peut le dire comme ça, c'est une question d'attention, c'est sûr. Mais vous voyez, c'est une attention paradoxale parce que je ne peux pas être non plus, c'est pas le truc de la distance, c'est pas que je suis spectateur de ce que je fais.
Non, c'est un peu l'inverse. Je suis tellement attentif à ce que je fais que je vois pas le reste, quoi. Et je vois pas le but. J'ai pas un but devant les yeux et il faudrait vite que je me débarrasse du truc pour. Non, je vis vraiment à ce moment-là le moment de l'expérience esthétique, ces étapes. Enfin, non, les étapes de l'expérience ordinaire, je les vis pour elles-mêmes. Donc vous avez tout à fait raison. Je suis attentif à quelque chose, à quoi la plupart du temps je suis distrait, mais en même temps, voilà, c'est une attention, c'est sûr, assez exclusive et qui m'absorbe. Je crois que c'était vous d'abord, après c'est vous. Moi, en fait, je voulais juste savoir si il considérait des expériences, je veux dire, pas mauvaises, mais voilà, soit agréables ou désagréables. Est-ce qu'il est considéré aussi dans ce champ de l'esthétique-là? Oui. Comment vous voyez une esthétisation de ça? Est-ce que ce serait une bonification? Est-ce qu'une expérience qui serait désagréable, le fait qu'on s'y intéresse, qu'on la vive, on la vivrait mieux, ou est-ce qu'il garderait cette vision désagréable? Ouais, c'est un problème que je me pose, quoi, en disant oui, c'est-à-dire que, bon là quand même, il en parle un peu, parce qu'il parle de la souffrance et tout ça, mais c'est un problème évidemment qu'on est obligé de se poser, dès que, peu importe les références, mais dès que évidemment on cherche, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions, l'origine de l'expérience esthétique dans l'expérience ordinaire, quid à ce moment-là de l'expérience malheureuse, de l'expérience douloureuse, de l'expérience évidemment souffrante, etc. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire toute expérience, même si elle est tout à fait négative, est esthétique à partir du moment où elle est vraiment vécue? Vous voyez, c'est compliqué. Est-ce que esthétique, ça veut dire bien dans ce cas-là? Eh oui. C'est pas forcément positif non plus. Ouais, c'est pas forcément positif. C'est pas forcément positif, mais quand même. C'est pour ça qu'à mon avis, ça pose un problème de fond qui est vachement intéressant. C'est quand même un peu normatif. On sent bien que dans les exemples que prend Dewey, c'est pour ça que la question de l'attention est très importante. Oui, soudainement, si au lieu de subir, par exemple, mon environnement, j'y prête attention comme ça pour lui-même, je vais sans doute... Vous voyez, ça bascule. Je vais le voir de manière positive. Vous voyez, c'est ce fameux exemple au tout début du texte où il dit, voilà, tout d'un coup, les bruits de la ville, et vous voyez l'importance que ça aura 30 ans après. Hein. Les bruits de la ville, si vous les entendez comme ça, soudainement pour eux-mêmes, et vous ne les voyez pas comme quelque chose d'agressif, etc., ça devient une expérience esthétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que vous les voyez soudainement sous un autre jour, enfin que vous les entendez évidemment d'une autre façon et que vous les entendez quand même, c'est quand même positif, quoi. Alors moi je crois que ça pose un problème. Il est certain qu'à ce moment-là, quand même, faire attention à l'expérience que je vis, ça a toujours chez lui, je pense, un côté plutôt positif et finalement normatif. Je suis vraiment à ce que je fais, tout d'un coup ça devient plaisant. Je crois pas que, je crois qu'il y a toujours la dimension de plaisir, même si elle est infinitésimale dans l'expérience esthétique. Hein. Je pose une question pas de l'expérience ordinaire comme expérience esthétique. Mais... Comme l'embryon, quoi. Hein. Comme l'origine, le terreau, si vous voulez, de l'expérience esthétique. Hein, c'est ça l'idée. Oui, ça voudrait dire qu'est-ce qu'on fait de ce qui est moins ordinaire? Est-ce que c'est plus esthétique? Est-ce que c'est moins esthétique? Et si c'est plus esthétique, est-ce qu'il y a une basique de l'esthétique dans l'expérience? Oui, ça c'est le deuxième problème que ça pose, on va essayer de le résoudre. C'est qu'en fait, vous avez compris qu'évidemment la pensée de Dewey, c'est une pensée de la continuité. Donc évidemment, tout son effort, on a vu, c'est pour ne pas séparer, alors ni l'art du public, ni l'art évidemment de la vie ordinaire, ni l'artiste d'ailleurs des autres, etc. Donc évidemment, il ne faut pas séparer, ça on vient de le dire, l'expérience esthétique de l'expérience ordinaire. Maintenant, qui peut le plus que le moins. Je pense qu'évidemment, la réponse que ferait Dewey, c'est que, évidemment, l'expérience ordinaire, c'est l'embryon de l'expérience esthétique, ce qui la contient déjà, mais il n'empêche que je peux vivre des expériences intenses, esthétiquement, avec des œuvres d'art, qu'il faut quand même séparer de l'expérience ordinaire, qui vont prendre un relief tout à fait particulier, mais en même temps, elles vont prendre ce relief à partir quand même toujours de l'expérience ordinaire. Alors vous voyez, c'est pas non plus, parce que je comprends bien votre question, c'est pas une manière indirecte, finalement, par exemple, comment on pourrait dire ça, de dévaloriser l'expérience esthétique intense, non. Mais son idée à lui, c'est que si on veut la comprendre, même l'expérience esthétique la plus raffinée, la plus sophistiquée, voilà, ne peut venir que de l'expérience ordinaire. Oui, Pierre, je voudrais revenir sur un point quand Manu disait que l'expérience esthétique, c'était forcément bien. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que... Il y a toujours, enfin je pense là pour restituer pour l'instant la pensée de Dewey, puisqu'on rentre un peu dedans, je pense qu'il y a toujours quand même une dimension de satisfaction au moins. C'est donc plaisir dans l'expérience esthétique. Par exemple, on prend des photos de David Nebreda.
Je veux dire, c'est assez trash. Je veux dire, enfin, moi, je sais que dès que je les vois, à chaque fois, il se passe quelque chose. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est bien en soi? Je veux dire, il fait des photos de lui en train de se mutiler, je veux dire, ou d'étaler ses matières fécales sur le visage, pour que ce soit bien en soi et que ce soit quelque chose de bon, mais il se passe quelque chose. Donc l'expérience esthétique, elle est ce qu'elle est, sans pour autant la situer dans un groupe bon ou mauvais. Je pense qu'une expérience, c'est une expérience. Mais il y a peut-être une curiosité qui a fait en sorte qu'il y ait peut-être un petit point de curiosité qui t'a poussé à regarder. Il y a la curiosité, mais genre, c'est comme quand tu regardes Salaud de Pasolini, c'est trash, c'est ignoble, mais tu le regardes quand même, après tu te dis oui, j'ai vu ce film, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Enfin, ça fait partie des films où quand même. La question c'est toujours à quel moment tu t'es arrêté, quoi. C'est un film invisible, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, je vois. Mais je vais en entier. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça rejoint la question qu'on a posée tout à l'heure, qui est une question de forme à laquelle on va essayer de répondre, hein, qui est très complexe. Évidemment, on sent bien que là, il peut y avoir quelque chose d'assez naïf dans cette approche en se disant, ben, alors, du coup, ça veut dire que finalement, si je fais attention aux choses, c'est toujours positif et tout ça. Bon, c'est pas, il ne transforme pas évidemment, vous voyez ce que je veux dire, il ne transforme pas en Ravi de la crèche. Pour autant, on ne va pas évidemment tout d'un coup prendre du plaisir à tout et tout ça. Mais il y a une deuxième chose qu'on n'a pas encore dite et qu'on va développer, c'est qu'en même temps, la manière dont on conçoit l'expérience, enfin la manière dont Biway conçoit l'expérience, c'est toujours une interaction. C'est toujours une interrelation. Donc il faut qu'il y ait quand même interaction avec une chose, avec des objets, avec un milieu, avec les autres, etc. pour qu'il y ait expérience. Donc peut-être que ça limite aussi, vous voyez, ça peut jamais être solipsiste, ça peut jamais être entièrement solitaire, ou ça peut jamais être une expérience qui est complètement impartageable, qui est complètement intransitive, c'est pas possible. Donc déjà ça limite aussi peut-être certaines expériences vraiment très très négatives, où on est vraiment complètement isolé, complètement seul. Le contexte alors, si par exemple je regarde Salaud avec des potes et des bières, peut-être que ça sera... Oui, tout à fait. Ça ne sera pas du tout la même chose que si vous le regardez tout seul un soir de grand désespoir. Enfin, vous voyez, bon, je veux dire, c'est sûr, ça c'est sûr. Non, mais ça, il en tient compte aussi. Hein. Je ne sais plus qui c'était en premier, c'était vous. Ah, allez-y. Tout à l'heure, vous parlez d'intensité et je trouve que c'est intéressant à mettre à côté de cette expérience ordinaire. Parce qu'une intensité, par définition, elle peut être nulle. Et donc, si on l'applique à l'expérience esthétique, ouais, tout à fait. C'est possible aussi qu'elle soit aussi des fois pas présente. Oui, ça c'est vachement important parce que c'est voilà, dans la continuité. C'est dans la continuité, c'est une pensée de la continuité. Donc, mais toutes les pensées de la continuité, moi je dirais pour employer un terme un peu technique philosophiquement, tous les monismes, toutes les pensées monistes sont super compliquées, pas du tout à comprendre et à vivre parce que on voit très bien ce qu'elles veulent dire, mais elles sont compliquées à expliquer parce qu'évidemment vous comprenez bien que c'est un des enjeux. Là il n'y a plus un sujet qui reçoit quelque chose de l'extérieur, d'un objet, et qui en fait une expérience personnelle. On voit bien que le clivage, au fond, il ne marche plus, il est obsolète. Là, il prend l'expérience dans un sens quasiment évolutionniste, quoi. C'est-à-dire, au fond, bah, c'est un être qui échange avec son milieu, quoi. Et donc, du coup, là, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est que il n'y aura jamais de différence de nature entre l'expérience esthétique et l'expérience ordinaire. Il y a une différence de degré. Il n'y a pas de nature. Il y a effectivement, c'est un variateur, quoi. Il y a plus ou moins d'intensité, mais de toute façon, si on veut comprendre l'origine du truc, on est obligé de partir du flux d'expérience qui est absolument, évidemment, enfin, d'expérience continuelle qu'on fait avec son milieu, avec ce qui nous entoure, etc., etc. Et d'où la question qui est quand même vachement importante de l'attention. Donc évidemment, on peut le dire pour l'instant comme ça nous suffit, on caricature un peu. Donc effectivement, peut-être que là, l'œuvre d'art, pour lui, en tout cas dans l'introduction, parce qu'après il va le dire un peu autrement, mais l'œuvre d'art est un moyen, oui, bien sûr, de nous faire prêter attention à quelque chose dans ce flux et qui va être quand même séparé du reste. Ça, on est d'accord. Il va y avoir à un moment donné une expérience qui a un début, un milieu, une fin, qui est une expérience esthétique, mais toujours pareil, qui va prendre quand même son essor, qui va prendre son intensité à partir de l'expérience ordinaire. Donc on ne peut pas les couper, sinon évidemment de manière tout à fait artificielle, c'est ça l'idée. Est-ce que pour vous, l'expérience esthétique, elle relève davantage de la sensibilité de l'individu que de son intensité propre qui apparemment paraît ne pas coller? Ouais, je comprends. On ne peut pas répondre, hein, je pense, à la question. Non, parce que... Mais on ne peut pas répondre, oui, mais pour les raisons qu'on a juste évoquées juste avant. Vous voyez, c'est ça qui est complexe. Si on n'est plus dans le clivage sujet-objet, peut-être qu'on peut éviter la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oui, parce que du coup, bien sûr que vous avez tout à fait raison, ça va dépendre de mon humeur, de ma sensibilité, ça va dépendre du moment aussi, voilà. Mais en fait, si l'expérience est interaction, interrelation, ça va marcher ou ça ne va pas marcher.
voyez, c'est pour ça que c'est vachement important de toujours avoir présent à l'esprit les expérimentations vraiment des années 60, Fluxus, etc., parce qu'ils vont aller à fond dans ce truc-là. Bon, voilà, ça marche ou ça marche pas, la performance en question, elle va avoir des effets, ou très peu, ou intense ou pas intense, mais ça va dépendre évidemment du moment, du lieu, des gens qui sont là, pas là, etc. etc. Mais voilà, après, donc, elle va être, cette expérience, elle va être possible ou pas, elle va être complète ou pas, mais voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il le pense. C'est pour ça que là, quand même, il faut bien voir son mouvement, c'est pour ça qu'il faut quand même, dans un premier temps, bien sûr, même si c'est provisoire, remonter des objets qui nous fascinent vers l'expérience qui les a produits, en fait, et qui a permis de produire ces objets, et l'expérience, évidemment, que nous, on en fait, même si c'est, voilà, enfin, des objets qui viennent de très très loin dans le temps, etc., etc., vous voyez. C'est ça qui est intéressant, cette idée que pour comprendre l'œuvre d'art, il faut s'en détourner, quoi. Voilà, enfin, c'est ça le paradoxe, évidemment, de cette esthétique, hein. Mais pardon, parce que, ouais. Mais si vous dites qu'il faut qu'on ne peut pas être... vous dites qu'on est à ce qu'on fait vraiment, mais on ne peut pas être vraiment à ce qu'on fait parce qu'il faut toujours une certaine distance. Ouais. Parce que sinon ça devient limite mystique et on trouve dans une sorte de sidération. Ouais, tout à fait. C'est génial parce que vous avez tous isolé à propos des questions compliquées qu'il faut adresser à ce type de pensée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr que, oui, c'est un peu le même problème qu'on a posé tout à l'heure. L'un des problèmes évidemment les plus délicats, c'est cette question de l'attention et de la distance. Si je suis évidemment complètement à ce que je fais, je peux aussi être dans le contraire même de l'expérience esthétique. Vous voyez, bon, je suis là, je fais le truc de manière absolument routinière et tout ça. C'est très délicat. C'est pour ça qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que, et je ne sais pas comment répondre, hein. C'est vrai que c'est très étrange. Il y a presque un mélange contradictoire. Je suis pleinement à ce que je fais et en même temps, je ne me vois pas faire du tout. Je ne suis pas spectateur, mais je conduis quand même de manière... C'est pour ça que la question de l'individualité est vachement importante. Je conduis mon expérience jusqu'au bout. Je conduis mon expérience jusqu'au bout, je ne suis pas trop à distance parce que sinon ça ne marche pas, sinon je suis esthète, quoi. Bon, je me vois agir, je me vois faire, etc. Mais je ne suis pas non plus dans l'inconscience, vous voyez, de l'habitude, de la routine, de la répétition, je ne sais pas quoi. Donc, parce que sinon ça fait quelque chose comme un peu Proust, si on est à distance, je vois mes aubépines et j'en fais plus dans mes aubépines. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais parce que chez Proust, c'est quand même, on est quand même dans une forme d'intériorité, quoi, d'intériorité très très forte, de subjectivité, etc. Là, ce qui est super étrange avec les pragmatistes, pour nous, ce qui est très exotique, c'est que c'est pas la subjectivité ou l'intériorité, c'est en fait, il faudrait voir les choses de manière un peu extérieure. C'est un être qui est en relation avec autre chose qui est autour de lui. Et bon, cette relation, alors évidemment il y a le côté normatif, cette relation, si elle est satisfaisante pour cet être, elle a déjà quelque chose d'esthétique. Voilà. Parce que il va se passer des choses que j'avais pas prévues, parce que finalement je vais recevoir finalement peut-être de l'extérieur des éléments, des informations, des trucs, des machins, bon, et ça va me compléter, quoi. Et je voulais revenir sur le point quand vous disiez la différence entre expérience ordinaire et expérience esthétique. Ouais. Est-ce que justement ce qui fait la différence, c'est justement pas la connaissance et la conscience qu'il peut y avoir des expériences esthétiques dans le quotidien? Si par exemple on prend quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec l'art, qui n'a pas de connaissance, de conscience de ce genre de choses, on lui dit assieds-toi devant un super coucher de soleil et tout ça, que pour lui c'est juste un truc banal, alors que quelqu'un qui justement a les connaissances et a conscience de ce sentiment de l'esthétique, lui pourra ressentir des choses. Est-ce que c'est justement pas ce qui fait la différence? Oui, ça il en est conscient, mais alors là quand même, évidemment, puisqu'on en est juste au stade où on restitue un peu sa pensée, là il a une approche évidemment, Dewey c'est quand même le penseur de la démocratie, hein, donc il a une approche très très démocratique, ça veut dire qu'évidemment pour lui, on peut réellement démocratiser l'art. Hein. Bon, vous voyez c'est le contraire, parce que par rapport à ce qu'on avait dit l'an dernier, en ce sens-là c'est le contraire de Arendt, hein. C'est-à-dire que Arendt pour elle, la démocratisation de l'art c'est la massification, ça n'a rien à voir. Non, là chez Dewey, il y a une démocratisation qui est vraiment possible. C'est-à-dire que, justement, si... Alors, c'est très délicat, mais peut-être que si on fait comprendre à l'individu que dans toute expérience, fût-ce la plus ordinaire, il y a déjà quelque chose qui lui appartient à lui en propre et qui est déjà digne, si on peut dire esthétiquement, alors ça l'amènera... Hein, ça c'est l'idéal, mais ça l'amènera évidemment peut-être progressivement, ça il le dit de manière très claire hein, dans le début du texte, ça l'amènera progressivement à
se satisfaire d'objets esthétiques peut-être de plus en plus exigeants. Vous voyez l'idée, mais c'est toujours pareil, il faut commencer par cette attention à l'ordinaire. Si on le balance directement, pour reprendre votre exemple, devant une œuvre voilà, un peu difficile d'accès, comme on dit, un peu exigeante et tout ça, tout de suite, sans progression, ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est ça quand même, hein, il y a un enjeu très très pratique, là, et très concret, très simple. Comment réconcilier quand même l'art avec le public, hein, c'est ça le départ du truc. Donc, c'est pas du tout, vous voyez, c'est quand même assez fin, c'est en permettant bien sûr à tout le monde d'accéder aux œuvres, mais c'est peut-être d'abord, c'est pour ça que dans un premier temps il faut se détourner des œuvres, c'est peut-être d'abord en permettant à tout le monde de revenir sur la dimension esthétique de sa propre expérience. Vous voyez, et dans ce cas-là de plus simple, de plus ordinaire. C'est pour ça qu'il y a toujours ce recours à l'ordinaire qui est vachement important. Non, mais du coup, c'est bon. Ah, voilà, ok. C'était là-dessus, donc, c'est ça? Ok. Et oui, parce que, bien sûr, ça pose ce problème-là, bon, qu'on avait soulevé déjà un peu l'an dernier, on ne va pas le reprendre, mais qui est... ouais, est-ce que c'est si simple, quoi, à ce moment-là, bon, est-ce qu'il suffit de dire aux gens, mais voilà, de toute façon... les sciences esthétiques est partout, bon, vous voyez, c'est ça qui est très délicat. Mais voilà, il faut revenir sur, enfin, il faut garder ce terme d'intensité, quoi, présent à l'esprit. Oui, il y a des variations, il y a des nuances, il y a des expériences plus ou moins intenses, etc., plus ou moins, et pour reprendre ce que vous disiez, qui vont exiger ou supposer plus ou moins de connaissances, mais en tous les cas, il n'y a jamais de différence de nature entre les deux, c'est ça qui est important. Hein. Pas de différence de nature entre l'expérience ordinaire et l'expérience esthétique. C'est juste une différence de perception, d'une certaine manière. Il y a un mec aujourd'hui comme Stanley Cavell, vous voyez, je vous ai parlé de lui, hein, qui écrit beaucoup sur le cinéma, je vous ai parlé de lui, et c'est vachement intéressant parce que lui, il associe vraiment la pensée transcendentaliste, surtout avec, voilà, enfin, avec une lecture du cinéma qui est très très originale, qui est très passionnante, et lui, il dit ça, il dit, mais le cinéma c'est vraiment l'art par excellence de ça, c'est-à-dire qu'on peut nous montrer des trucs super ordinaires, mais sauf que parce qu'on n'y est pas, parce qu'on ne vit pas, et parce que c'est pas notre vie, tout d'un coup on le voit, quoi. Et on le voit, et en même temps c'est génial parce que peut-être une grande partie du plaisir qu'on prend évidemment ici à voir des films, c'est ça aussi. On voit quelque chose qui peut être tout à fait ordinaire et il prend évidemment, je vous dirai après, mais des références précises là-dessus. Mais et là c'est pareil, c'est pas du tout que le cinéma va sublimer l'ordinaire. Non, c'est juste que je vois ce qu'il y a d'esthétique dans la vie elle-même, quoi. Vous voyez, ça c'est vachement fin, je trouve. Et il prend des exemples super simples, quoi. Voilà, je sais pas, vous voyez, lui, son truc, c'est surtout des comédies américaines des années 40-50. Voilà, on voit les mecs qui sont là, je sais pas quoi, ils sirotent un whisky, enfin il se passe rien, mais... Ouais, mais tout d'un coup, il y a quelque chose d'esthétique, pas parce que c'est pas à cause du décor, du truc, du machin. C'est que je vois la vie telle qu'elle est sans moi, quoi. Et c'est ça le truc esthétique. Vous voyez, on est toujours dans la question de la distance et de l'attention. Mais du coup, je fais attention, je suis complètement plongé dedans, et puis je suis évidemment à l'extérieur par définition, parce que ça se passe sans moi. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire, là, c'est pareil, c'est esthétique, pas du tout parce qu'on va rajouter une couche par-dessus, l'embellir, l'enjoliver, l'esthétiser, mais non, parce que là, je le vois vraiment, quoi, et je vois vraiment une expérience tout à fait ordinaire, etc. Oui, c'est très ça l'idée. Voilà. Bon, alors, donc, il y a une question sur Alençon, oui, mais du coup, en fait, pas pour juste les cinéma, l'école fonctionne comme le cadre de la peinture. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Bien sûr, là, surtout pour le cinéma, mon attention est complètement captée, là, elle est complètement captée sur quelque chose. Mais... Ouais. Mais... ouais. C'est pas le moyen aussi pour ça. Oui, sûrement. Ouais. Parce que je pense que c'est tous les environnements. Ouais, c'est sûrement le moyen. Enfin, ça, c'est la grande thèse de Benjamin sur le cinéma. Hein. C'est-à-dire ça vient juste au bon moment. Ça vient évidemment ici épouser aussi une évolution de la perception par elle-même. Et ça lui correspond tout à fait, la perception moderne, l'esthétique du shot, etc. Mais moi, je pense plus simplement, si vous voulez, pour qu'on reste un peu dans le cadre de ce qu'on s'est fixé, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que ça peut être évidemment, et c'est fréquemment, peut-être les choses les plus ordinaires qui vont produire le plus de plaisir esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire que, bon, ça peut être super chiant aussi, mais c'est souvent, en tous les cas, peut-être justement le fait de se faire plonger dans quelque chose d'ordinaire. Voilà. Alors, je vous montre juste... Mais...
C'est cette année alors, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de textes. Voilà, enfin, je vous en cite un qui a des premiers textes là-dessus, qui est Philosophie des sacrements. Mais sa grande spécialité, je crois que je vous ai parlé de ça, c'est la communauté, ce qu'il appelle des communautés de remariage. J'avais parlé de ça, non? Voilà. Vous avez un couple au départ qui s'était fait, hop, tout de suite, et à la fin, hop, ils se réunissent. Vous voyez, bon. Et c'est génial parce que ça marche sur des milliards de films. C'est une sorte de pattern, de forme. Et je pense qu'il a raison, qui est extrêmement répandu, extrêmement efficace. Parce qu'évidemment, il y a toutes les variations possibles, quoi. Ça peut être un couple légitime qui se forme, vous voyez, bon. Mais c'est vachement passionnant parce que lui, il a une lecture transcendentaliste et pragmatique du truc. Il dit, bah ouais, mais qu'est-ce que c'est qui lui plaît dans ce film? C'est qu'on voit, par exemple, que l'amour est une expérience. On voit que le mariage est une expérience. On voit vraiment que, voilà, parce qu'on suit le parcours, évidemment. Et c'est vachement passionnant, quoi. Moi, je suis sûr que, par exemple, dans les séries, parce que dans le plaisir qu'on a à regarder les séries, c'est ça l'essentiel. Vous voyez, on a tous regardé des séries au départ, le premier épisode, on se dit, non, c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc? Et puis, on est addict, quoi, complètement. Mais c'est quoi qui nous plaît? Il y a un truc avec l'ordinaire, c'est que finalement, ouais, c'est l'expérience qu'on voit finalement ici. On voit les individus vivre au fond une expérience voilà, continuelle. Et on est pris là-dedans et on a envie évidemment de suivre cette expérience avec eux. Je suis sûr que c'est très lié à ça. C'est pas la narration, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la narration au sens classique. C'est pas tellement les rebondissements, les trucs et machin. C'est le fait d'être plongé par la répétition, par le côté justement sériel, quoi, mais d'être plongé là-dedans. Et alors lui, il est super fort là-dessus. Alors là, c'est vraiment sur le cinéma, mais sur tout cet aspect-là. Oui, si vous avez encore un peu de courage, je vous montre juste un dernier extrait. Là, c'est aussi au début. Oui, il y a une question à la fin du texte, ça c'est moi qui l'avais invité, mais on ne tenait pas compte. J'avais mis ça dans ça pour faire un sujet d'esthétique. Je vous laisse faire tranquille. Alors vous voyez, je fais la même idée, mais ça c'est beaucoup plus radical. Là, il y a un exemple évidemment très très célèbre. Est-ce que ça pose problème le passage ou c'est clair? Vous voyez, là, ce passage est vachement intéressant, vachement important parce que, bon, il prend évidemment exprès un exemple très, bien sûr, très célèbre, enfin plus que célèbre, etc. Mais, en même temps, ce qui est très très intéressant, et là on a à peu près un résumé de tous les problèmes aussi que ça pose, mais quand même de l'originalité de l'esthétique de Hemingway, c'est que si je veux vraiment comprendre le Parthénon, il faut que j'oublie le Parthénon, quoi. Et c'est vraiment une image comme ça, il faut que je détourne le regard. Et hop, je détourne le regard et je vois les gens qui, voyez-vous, les gens qui ont construit ce temple, et je vois les gens qui s'y rendaient, qu'est-ce qu'ils foutaient dans ce temple. Et évidemment, c'était pas une œuvre d'art pour eux, mais c'était
société, une commémoration civique, machin truc, etc. Mais en même temps, vous voyez, là où il est fin, c'est qu'il dit, ouais, mais attendez, on va pas faire de la sociologie non plus. Non, non, on reste dans la philosophie de l'art, de l'esthétique, etc. Alors, je fais pas de la sociologie, non, simplement, je suis obligé de resituer l'objet, Parthénon, dans une expérience, évidemment, un flux d'expérience absolument continuel, et qui conduit, évidemment, ici, des Grecs du 5e siècle, avant notre ère, jusqu'à nous. Et c'est comme ça que je vais comprendre l'importance de cette œuvre-là. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ah, ah, c'est pas mal ça. Comment vous dites alors? Ça m'intéresse ça. Hein? Un exemple, par exemple, dans le dessin, quand on a deux gars comme ça, il y a un peu dans le dessin, pas besoin de raconter ce qui s'est passé entre les deux, on sait en fait, pour l'autre, on ne le sait pas. C'est une ellipse. C'est pas mal ça. Et donc c'est nous qui déduisons que, etc., etc. C'est ça? Ouais. Ouais, on a anticipé sur ce qui allait se passer. C'est ça. Ah ouais, ça c'est joli. Et ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Ça fait penser à ça, c'est-à-dire finalement, vous voulez comprendre le truc, commencez par regarder ailleurs, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est très troublant. Regardez ailleurs et finalement, voilà. Alors, après, vous avez compris le truc, hein, c'est que là, on est au tout début du texte, c'est l'introduction. Donc, évidemment, pour lui, l'enjeu, c'est de nous persuader, de nous convaincre qu'il faut absolument relier, je cherche un mot encore plus fort, il faut absolument réunir l'art et l'expérience. L'art, alors l'art, vraiment, c'est-à-dire, comme il le dit là, la République des arts, je sais pas quoi, mais l'ensemble des œuvres d'art à l'expérience. Et que, en fait, si on les coupe de l'expérience, si on les prend comme quelque chose de tout fait, comme le résultat de quelque chose, etc., de séparer, on n'y comprend rien. Donc c'est ça le truc, ouais. Oui, c'est très beau. Cette ellipse, c'est ce que lui appelle un détour. C'est-à-dire que finalement, si je veux comprendre la chose, il faut faire un détour. Et il faut faire ce détour par l'expérience. Vous voyez, donc c'était pour corroborer un peu ce qu'on disait. Là, il faut, pour l'instant, dans la première partie du texte, c'est ce qu'il va faire, il faut quitter le domaine de l'art comme ensemble d'objets pour aller vers l'expérience, pour ensuite revenir de cette expérience aux œuvres d'art. Vous voyez, c'est comme ça qu'il s'y prend. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une ellipse. C'est vraiment une ellipse au sens aussi astronomique. Hein. Vous voyez, quand Kepler, finalement, ici, déduit simplement par calcul, sans le voir, que forcément, ça marcherait mieux si les orbites étaient elliptiques. Quoi. Bon, il déduit qu'il y a forcément quelque part une masse qui, etc., etc. Ouais, c'est vachement intéressant. Bon, les gars, ciao. J'ai fini, j'en peux plus de vous, c'est trop, il y a trop de bruit, cassez-vous, 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 cassez-vous. Et donc, si tout va bien, et si l'humeur est là, on se retrouve jeudi prochain sans assistant, je pense. Alors on change d'assistant.